J'étais engagé dans le cursus scolaire, on m'a demandé de faire un exposé sur le métier que j'aurais souhaité faire. À cette époque, comme j'étais bon en maths et en dessin, je voulais faire architecte. Le documentaire que vous allez voir est le résultat d'une longue enquête. Durant 18 mois, nous avons mené avec rigueur des recherches intensives en sources ouvertes et libres d'accès sur Internet. Nous avons recoupé de multiples sources et recueilli de très nombreux témoignages et documents. Si nous avons décidé de mener cette investigation, c'est suite aux nombreux doutes qui commençaient à se faire jour au fur et à mesure des retards excessifs, des excuses grotesques, mais aussi des tombereaux de promesses restant toujours sans suite quant au tournage du film La Révélation des Pyramides 2. Pour respecter l'anonymat de nos témoins, les prénoms ont été changés et les voix empruntées. Bien évidemment, nous nous tenons à disposition de la justice ainsi que nos preuves et dossiers si d'aventure Jacques Grimaud avait le culot de vouloir en découdre par homme de loi interposé. Nous avons été profondément touchés, voire bouleversés par les paroles de ces victimes. Nous ne pouvions plus rester inertes face à ces véritables drames humains initiés par ce gourou. Ils se reconnaîtront, nous les remercions et nous leur dédions cette enquête. Bon visionnage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jacques Grimaud, il est l'auteur d'un documentaire fiction à visée pseudo-scientifique intitulé La Révélation des Pyramides, sorti en 2010. Le grand public l'a découvert depuis que la chaîne RMC Découverte le diffuse régulièrement à heure de grande écoute. Méprisé depuis longtemps par le milieu des scientifiques, à cause des approximations, contre-vérités et affabulations grotesques, certains d'entre eux ont décidé de ne plus laisser passer ce qui s'apparente à du charlatanisme pur et dur. Ils reprennent de ce fait un flambeau isolé et tenu à bout de bras par M. Jean-Pierre Adam, qui depuis toujours lutte contre la désinformation fomentée par des conteurs de fables, qu'il en soit ici remercié. Alors, la rencontre avec Jacques Grimaud, il m'a accroché à la sortie en me posant quelques questions très banales sur les pyramides. Il m'a dit, je suis journaliste, j'aimerais faire un film sur le chantier des pyramides. Et il s'est bien gardé de me dire, évidemment, dans quel esprit il tournait ce film. Là réside l'escroquerie, la malhonnêteté intellectuelle absolument totale. Et il a piégé de la même manière des collègues, la directrice du département du Louvre, Guillemette Andreu, et puis même ce brave Jean Leclan, qui était à la fin de sa vie. Et alors, il est évident qu'en quelques minutes, Jean Leclan n'allait pas lui raconter l'histoire de l'Égypte. Alors, le principe du film, c'est très simple. Le titre, La Révélation des Pyramides. Alors, on attend la révélation, parce que le ton du commentaire du film est absolument mélodramatique, on a le souffle coupé, et puis on l'attend la révélation, puis on arrive à la fin du film, et il n'y a pas eu de révélation. Et ce film, c'est quoi? C'est une accumulation de clichés qui ont déjà été publiés, republiés, republiés. Il n'y a rien, absolument rien de nouveau dans ce film. Notre propos ici n'est pas de concocter un nouveau volet afin de contrer les affirmations de l'auteur. Nous n'avons aucunement envie de nous y confronter, tant la virulence des adeptes de Jacques Grimaud ne souffre d'aucune limite. Ceci est la raison de notre anonymat. Chacune et chacun pourra trouver sur Internet des démonstrations précises de l'inanité des affirmations et pseudo-démonstrations contenues dans ce film. En revanche, nous reviendrons plus en détail sur un échantillonnage emblématique des découvertes revendiquées bec et ongle par Jacques Grimaud, soi-disant transmises par son grand-père qui l'aurait sélectionné. Il se trouve que moi j'ai hérité de mon grand-père, mais ni mon frère aîné, ni mon frère Benjamin, le plus jeune donc, n'ont eu droit à cela. Je ne sais pas pourquoi. En revanche, mon grand-père leur offrait des voyages différents. Ils allaient dans différentes provinces, voyageaient. Moi, non. Et il m'a dit, quand je lui ai dit, mais papy, pourquoi moi je ne voyage pas avec toi dans ton camion et je ne vais pas en voyage? Il m'a dit, pour toi, j'ai d'autres voyages. Et seulement à partir de ce moment-là, il a commencé à m'enseigner.
Jacques Grimaud est né le 16 juillet 1954 à Issoudun, en région Centre-Val de Loire, dans le département de l'Indre, ancienne ville de garnison sans charme qui compte cette année-là 13 000 âmes. Ce même jour, la pile atomique suédoise est mise en marche. Cela n'a aucun rapport, encore que nous verrons plus loin à quel point Jacques Grimaud peut être radioactif. Le père, un Français né à Salta, en Argentine selon ses dires, est absent. Et Jacques prendra le nom de sa mère. Entouré de deux frères, ils migreront plus tard vers Paris. Jacques prétendra par la suite avoir une très grande expérience. Avant de poursuivre notre enquête, nous allons vous montrer ce que Jacques prétend être. Regardez. Parce que j'ai eu des activités militaires que je ne développerai pas et vous devinez pourquoi. Je suis encore assujetti à ces contrats. Pour ma part, qui ai eu une éducation stratégique considérable, notamment par mes passages dans l'école de la guerre, n'est-ce pas ? L'école de guerre est le passage incontournable des officiers supérieurs des armées françaises, amis et alliés, pour devenir les chefs militaires de demain. Et ça me fait sourire parce que moi qui ai porté les armes pendant plus de 22 ans et demi, j'ai pratiquement tout lu de la littérature d'égyptologie et linguistique pendant des années. Et sachez que donc depuis 40 ans, j'ai passé pas mal de temps à étudier différentes disciplines scientifiques. J'ai abandonné mes études universitaires les unes après les autres. J'ai mis le nez en médecine, j'ai mis le nez en physique-chimie, j'ai mis le nez en maths, j'ai mis le nez en sémantique générale pour le premier cours de la première prep. En égyptologie, enfin tout ça. J'ai fait des études classiques, latin, grec. Moi, j'ai un bagage d'études assez considérable dans beaucoup de domaines. Et mon expérience s'étend à l'enseignement. J'ai pratiqué une quinzaine d'années auprès de la ville de Paris, auprès d'enfants, d'adultes, de vieillards. Est-ce que vous avez une formation en linguistique ? En Sorbonne. Et j'en ai pour preuve littérale que, étant allé il y a quelques années à l'école polytechnique, j'ai été ingénieur conseil en communication hôtelière et touristique pendant plus de 22 ans. Et moi, pour la plupart, les sujets, je les étudie de manière suivie depuis 40 à 45 ans. Puisque j'avais fait quelques études de médecine dans les hôpitaux dans lesquels j'ai pu travailler. 54 ans, dont 36 passés dans l'expérience musicale, dans beaucoup de domaines, à savoir aussi bien la conception, la réalisation, la réparation d'instruments. J'ai une formation scientifique en fait multiple, dans les arts, toutes sortes d'armes, arts martiaux aussi. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. J'ai enquêté évidemment pendant bon nombre d'années. J'ai arrêté la 108e enquête. Je suis allé sur place. J'ai rencontré un très grand nombre de personnes. J'ai fait des études dans ces domaines. J'ai visité, autant que je m'en souvienne, environ 68 pays. Et quand je dis visiter, c'est-à-dire dans les racines, avec les langues, avec les coutumes, etc. Moi, en revanche, ayant commencé mon existence dans la philosophie, j'ai beaucoup voyagé pendant plus de 22 ans. J'ai passé 42 ans sur ce même sujet et d'autres. Allez, un dernier pour la route. Moi, à 13 ans, j'étais, chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Voilà la responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres, c'est-à-dire maintenant ça a beaucoup changé. Avec un CV de cette envergure, il lui sera très simple de le confirmer en publiant ses diplômes. Mais 6000 de mes livres m'ont été volés, entre autres, avec des vêtements, avec une collection de timbres de grand prix, avec mes souvenirs personnels, avec mes diplômes, tout le bazar. Si jamais vous apercevez les diplômes de Jacques Grimaud sur le marché noir, n'oubliez pas de prévenir les autorités immédiatement. Ingénieur en communication hôtelière et touristique, c'est votre métier, vous êtes un touriste ? Jacques n'a jamais été ingénieur conseil. Il n'a même pas le bac. Jacques quittera l'école très tôt et n'aura jamais aucun diplôme. Pour s'en justifier, il déclarait à ses amis. Il avait arrêté ses études avant le bac parce qu'il prétendait que ses profs étaient des ignorants et qu'il en savait plus qu'eux dans tous les domaines. Il n'avait que 25 ans et c'était déjà un grand manipulateur, extrêmement prétentieux, pas vraiment honnête sur le plan argent, avec des idées d'extrême droite. Je me suis même demandé s'il n'était pas un peu pervers narcissique. Durant les années 70, Jacques n'a pas de travail stable et vit de petits boulots. Il sera pion dans un collège ou un lycée et n'y fera qu'une seule année. Ensuite, jeune homme au père, il s'occupait de 2 enfants,
au sein d'une famille aisée, vers la place Saint-Augustin, dans le très chic 8e arrondissement parisien, mais Jacques ne reste pas. Puis, animateur au centre Valère dans le 9e arrondissement, il n'y restera pas non plus. Peu enclin à se réaliser et à gagner correctement sa vie, c'est dans la musique où Jacques Grimaud se réfugie, passant des heures à jouer du charango, une sorte de petite guitare sud-américaine. Il développera une grande dextérité et deviendra un excellent joueur. Tous les témoins de cette époque sont unanimes, c'est un virtuose. Ce talent, forgé à force d'heures de pratique, lui permettra de donner des cours et de se faire des amis. D'abord chez sa mère, en proie à de grandes difficultés sur lesquelles nous ne nous étalerons pas, Jacques ne la présente ni à ses élèves ni à ses amis. D'ailleurs, Jacques ne parle jamais de sa famille, encore moins d'un grand-père qu'il aurait formé aux pratiques ésotériques, qu'il revendra abondamment par la suite. Depuis 1973, Jacques Grimaud est en couple avec Dominique D, et ils finiront par s'installer dans une petite chambre de bonne, sans aucune commodité, au 6e étage du 13 de la rue des Arquebusiers, dans le 3e arrondissement. Il continuera en ce lieu à donner des cours, mais au bout d'un moment, les dents grincent et la révolte gronde parmi les élèves. Si Jacques est un virtuose, il ne fait que des démonstrations de ses propres aptitudes. Bien évidemment, ne pouvant pas le suivre, ses élèves se sentent rabaissés et humiliés. Nous entrevoyons déjà le contour de ce que sera Jacques Grimaud toute sa vie. Dans les années 80, Jacques Grimaud joue avec de nombreux musiciens. C'est un bon joueur. Pour autant, certains d'entre eux ont gardé une image de Jacques assez particulière. Écoutez. Mais à l'époque où vous l'avez connu, avec le recul, était-il si différent d'aujourd'hui ? Avec le recul, il était véritablement infect avec tout le monde. Il assumait la zizanie partout. Il faisait ami-ami par devant et dénigrait violemment par derrière. D'ailleurs, il passait beaucoup de temps à critiquer ses plus proches, les faisant ostensiblement passer pour des imbéciles. Et personne ne lui en a tenu rancune, même avec les années. Les plus rancuniers ont gardé une furieuse envie de le gifler, même encore maintenant. Après un service militaire qu'il effectue en tant qu'appelé au service des transmissions, il est affecté à la musique militaire au fort du Mont-Valérien à Paris. Et ça me fait sourire parce que moi qui ai porté les armes pendant plus de 22 ans et demi, j'ai eu des activités militaires que je ne développerai pas et vous devinez pourquoi. Je suis encore assujetti à ces contrats-là. Donc, après son service militaire minimum, Jacques Grimaud s'est fait la vidéo avec un ami antillais, Thierry C, qui est également musicien. Il participe au tournage de quelques clips promotionnels touristiques pour des hôtels en France et en Tunisie. Voilà toute l'expérience qu'il aura dans le tourisme, bien loin de l'ingénieur conseil revendiqué dont il ne peut se prévaloir. J'ai été ingénieur conseil en communication hôtelière et touristique pendant plus de 22 ans. C'est essentiellement dans la musique qu'il se montre, sans pour autant gagner correctement sa vie. À sa décharge, c'est une voie difficile, surtout en France, dans le créneau des musiques traditionnelles des Andes. Il effectue des concerts dans une formation dénommée la Samba Nueva. Il est également à la base de plusieurs groupes, mais à chaque fois, tout vole en éclats tant il est détestable. Il prend comme nom de scène Raimi del Prado. Le groupe connaît un succès parmi les initiés. La musique est de qualité. Jacques Grimaud incorpore au spectacle une petite troupe de danse traditionnelle qui a une forme associative et dont il est président. Un jour, la caisse de l'association se volatilise. Des doutes émergent, des soupçons. Sans preuve, personne ne dit rien. C'est à ce moment-là le seul contact qu'il a avec le monde des associations, contrairement à ce qu'il raconte. Se joint parfois à la Samba Nueva, une chorale latino-américaine. Notre Elmi del Prado, le doué du charango, repère dans cette troupe une jeune femme à son goût. Vesna Daniza Vett est une ressortissante chilienne, née le 7 avril 1962 dans la circonscription de Porto Rilos. Ils se marièrent en France le 15 mars 2003. Ils referont un mariage au Chili pour la belle famille de Jacques dans l'église de San Francisco de Borja de Santiago, église qui est depuis 1976 celle des forces armées du Chili, donc celle du dictateur Pinochet. Dans les années 90, Jacques prétend faire de nombreux voyages. Mais qu'en est-il réellement ? Mais dans une vidéo qu'on retrouve encore sur internet d'ailleurs, Jacques prétend avoir visité plus de 70 pays je crois, et en avoir appris toutes les langues. J'ai visité, autant que je m'en souvienne, environ 68 pays. Et quand je dis visiter, c'est-à-dire dans les racines, avec les langues, avec les coutumes, etc. De ce que vous l'avez connu dans sa période avant la révélation des pyramides et son association donc, il a beaucoup voyagé ? Parce que nécessairement il devait être absent souvent. Des voyages ? Quel voyage ? Jacques n'avait pas d'argent. Il était fauché comme les blés et bien trop feignant pour s'astreindre à travailler. Il ne foutait rien. Le travail, c'était pas assez bien pour lui, alors comment aurait-il fait ? Non, Jacques n'a pas voyagé à notre reconnaissance, pas entre les années 70 et 90. Nous aurions remarqué ses absences. Et
pas manqué d'avoir de longs comptes rendus tout à sa gloire. Or, entre les cours de charango et les répétitions, il était accessible chaque semaine. D'accord. Et il prétend aussi dans pas mal de vidéos que c'est son grand-père qui l'avait initié à l'hermétisme. Il se trouve que moi j'ai hérité de mon grand-père, mais ni mon frère aîné, ni mon frère Benjamin, le plus jeune donc, n'ont eu droit à cela. Il m'a dit, pour toi j'ai d'autres voyages. Il vous en parlait déjà à l'époque? J'ignore de quelle initiation il s'agit, mais non, pas entendu parler de ça. D'ailleurs, Jacques ne parlait jamais de sa famille, on aurait dit une sorte de tabou. Il ne nous présentait même pas à sa mère chez qui nous répétions nos morceaux. Ah bon, malgré que vous répétiez chez elle, vous l'avez jamais vue? Quelquefois nous avons joué avec son frère Yves, mais c'est tout. Et c'est pareil, il prétend avoir fait, je crois, 40 ans de karaté dans une de ses vidéos, dans laquelle il dit d'ailleurs qu'il a un passé très considérable, je cite, dans de multiples domaines d'études. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Il me semble qu'il s'était essayé au karaté, sans certitude. Dans tous les cas, il n'a pas dû aller bien loin, sinon vantard comme il était, nous en aurions entendu parler et il en aurait probablement fait des démonstrations. D'accord, donc les études, le karaté, il y a que du pipeau derrière, quoi. Il mentait tellement qu'il était impossible de démêler le vrai du faux. Nous n'étions là que pour la musique, alors ces persiflages rocambolesques, on ne les écoutait plus. Et du coup, quand vous l'avez connu à cette époque, jamais il a essayé de vous embrigader dans ses thèses, dans son système de pensée pour tenter de vous manipuler ou... Ah oui, très certainement. Il avait essayé de placer ses foutaises à plusieurs reprises, mais ça ne prenait pas du tout. C'était autour des extraterrestres sur Terre, et comme il avait vu les sourires de ses interlocuteurs, il s'est rapidement abstenu d'en parler. Par contre, à cette époque, il s'affichait royaliste, et surtout avait des idées extrêmement étroites, teintées de négationnisme. Vraiment? De quel genre? Il parlait des travaux de Robert Forisson, et son antisémitisme ne faisait aucun doute. Effectivement, on a constaté ça aussi. Sur sa page Facebook, il parle de talmudiste, mais ça ne trompe personne. Et sur son profil VK, le Facebook russe, et il y a des caricatures tout à fait antisémites. Donc a priori, c'était déjà le cas avant. Parce que lui s'en défend, en prétextant qu'on utilise ça pour lui nuire, et ruiner sa crédibilité en quelque sorte. Et donc pour lui, c'est des accusations qu'on lui porte à tort. Mais s'il était déjà actif sur ce point bien avant d'être connu, ça change tout quelque part. Il ne s'en cachait pas. S'il sentait de la réceptivité, il devenait volubile sur le sujet. Puis cela s'est arrêté, nous ne voulions pas entendre parler de ça. Atlantis est une association fondée en 1926 par Paul Lecourt. À la fin des années 90, Jacques Grimaud prend de plus en plus de place au sein d'Atlantis, avec, semble-t-il, le soutien d'un de ses rédacteurs les plus éminents, François Dupuy-Pacheron. Ainsi, il est administrateur en 1995 sous la direction de M. Henri Baudard. Il devient conférencier au sein de l'association Atlantis en 1998 et rédacteur au sein de la revue du même nom. Peu de temps avant la mort d'Henri Baudard, il devient président de l'association. Enfin, à partir de novembre 2009, il est rédacteur en chef et assure la direction de la publication de la revue. Dès lors, il semble que Jacques Grimaud reprenne à son compte une grande partie des hypothèses de François Dupuy-Pacheron. Les morts de Jean Faure, puis Guy-Claude Mauny, les auteurs historiques de la revue Atlantis, semblent laisser le champ libre à Jacques Grimaud. Il s'approprie leurs théories, qu'il réemploie dans des articles, souvent sous le pseudonyme d'Antoine Pleuchlein, ou des ouvrages comme Nostradamus, son message aux hommes de bonne volonté. C'est durant cette période que Jacques Grimaud s'associe à un producteur, Olivier, et un réalisateur, Patrice. Les deux derniers nommés fondent, dès 2003, une société de production nommée Equanime. Equanime, société à responsabilité limitée, est composée de 3 associés, dont Patrice, le réalisateur, et Olivier, le producteur. Olivier étant l'associé majoritaire avec 51% des parts. Cette société connaîtra bon nombre de péripéties par la suite. Equanime a pour but de produire une œuvre audiovisuelle mettant en avant l'ensemble des hypothèses d'Atlantis. Une période d'écriture s'ouvre. Jacques Grimaud, dans un premier temps, n'apparaît pas dans cette structure,
restant dans l'ombre, une position qu'il aime revendiquer. En effet, entré au sein de cette organisation ancienne, Jacques Grimaud revendique peu à peu son rôle moteur. Il aurait, selon ses dires, donné à ses hommes sans savoir, leur demandant de ne jamais le citer. Et c'est pourtant tout le contraire. Jacques Grimaud profite du décès de ses éminents prédécesseurs pour mettre en musique leur savoir et surtout le monnayer. C'est donc en 2003 que Jacques Grimaud, associé à un producteur et à un réalisateur, commence à travailler à ce nouveau projet, lui permettant de diffuser à plus grande échelle tout en restant à la tête d'Atlantis. En 2008, le tournage de la Révélation des pyramides peut commencer. Durant son passage à Atlantis, vous allez voir que tout ne se passe pas si bien. Écoutez. Pouvez-vous nous parler du passage de Jacques Grimaud chez Atlantis ? Alors le passage de Jacques Grimaud chez Atlantis a laissé un très mauvais souvenir. Il y a eu beaucoup d'histoires. Il faut savoir que Olivier avait une collection personnelle de recherches, de livres, qu'il a prêté à Jacques Grimaud, notamment pour la révélation des pyramides, car comme tout le monde le sait, Jacques Grimaud n'a rien découvert. Et ces livres revenaient jamais. Et pire encore, les livres de la collection Atlantis disparaissaient un à un. Jacques Grimaud était le seul à avoir les clés. Comme il était président, alors il empruntait des livres, mais il ne les ramenait jamais. Et un jour, Olivier a demandé des comptes à Jacques Grimaud, le temps est monté. Où sont passés ces livres? Il y a ma collection personnelle, il y a les livres de l'association. Jacques Grimaud a commencé à sortir des excuses en disant je me suis fait cambrioler. Et les livres ont été volés. Les cambrioleurs sont venus pour voler les livres. Voilà l'explication de Jacques à cette période-là. Jacques Grimaud est sûrement la personne qui se fait le plus cambrioler au monde. Regardez. Et j'ai pu évaluer le nombre de détournements de contacts à 70. Il y a 50 000 € qui ont été détournés d'un propre compte qui est le mien. Il y a notamment le vol d'une pyramide de bois. Je possédais énormément de livres, plus de 50, que j'avais récupérés en Inde du Nord et dans la région de Bombay. Et ça m'était volé. Volé pendant mon absence, quand j'étais en Égypte, 3 ordinateurs de haut de gamme qui nous servaient à faire le film avec tout ce qu'il y avait dedans, à savoir les logiciels, les images, les textes, enfin la totale. Ça, c'est le type de vol qu'ils organisent l'un et l'autre. Il a été financé à hauteur de 106 000 €. Mais il faut savoir qu'à cause des trolls et de leurs alliés, etc., 2 individus, en fait, en réalité 3, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Puisque non seulement ils me volent moi, ils me dépossèdent de mon travail. Mais 6 000 de mes livres m'ont été volés, entre autres, avec des vêtements, avec une collection de timbres de grand prix, avec mes souvenirs personnels, avec mes diplômes, tout le bazar, c'est-à-dire 35 mètres cubes de choses m'appartenant qui m'ont été dérobées. Et de manière vraiment concrète. Ce sont des personnes qui sont venues, à 7 personnes avec un camion. Personnellement, je ne vois pas comment Jacques Grimaud a réussi à entreposer 35 mètres cubes d'affaires dans son studio parisien. Reprenons. Donc bien évidemment, personne n'a cru cette version, d'autant plus que cette histoire s'est reproduite après la mort de François Dupuy-Pachon. Il faut savoir que François Dupuy-Pachon était très âgé et il avait une collection personnelle de livres, de ses écrits, qu'il gardait chez lui, une bibliothèque. Avant sa mort, Jacques Grimaud allait très régulièrement au domicile personnel de François Dupuy-Pachon. Lorsque malheureusement le décès de François Dupuy-Pachon est arrivé, on s'est aperçu que toute la collection des livres de François Dupuy-Pachon avait disparu. Alors, bien évidemment, tout le monde a demandé des comptes à Jacques Grimaud, qui était un des seuls à aller chez lui régulièrement. Et ce dernier a trouvé comme excuse d'incriminer le gardien de l'immeuble. Selon lui, c'est le gardien de l'immeuble qui serait rentré chez François Dupuy-Pachon pour voler les livres. Alors ça commençait à faire beaucoup. Et un jour, Olivier tombe chez un brocanteur sur Paris sur les livres d'Atlantis. Alors bien entendu, Olivier a demandé des comptes à Grimaud. Le ton est monté. Lors de l'Assemblée Générale, tout le monde a demandé des comptes sur tous ces vols. Les vols d'Olivier, les vols sur les livres d'Atlantis et les livres de François Dupuy-Pachon.
Vous vous demandez sûrement où ont bien pu passer tous ces livres. Nous sommes tombés par hasard sur un échange entre Jacques Grimaud et un de ses proches de l'époque. La relation est troublante. En effet, près de 3 mètres cubes de livres ont été entreposés dans une cave pendant près de 8 ans. Les dates correspondent avec la disparition des livres de chez Atlantis. On peut y lire « Je te rappelle que, voici bientôt 8 ans que tu encombres ma cave de tes paperasses. Je t'ai demandé à plusieurs reprises, verbalement ou par écrit, de m'en débarrasser. Tu ne m'as adressé aucune réponse. Je t'avais fait cette gentillesse afin de t'éviter de louer un box. Je me rends compte que je suis bien mal payé en retour. » Après cet échange, Jacques ne tardera pas à venir récupérer ses livres. Il se fera aider par un certain Momo qui possédait un camion à l'époque. Jacques Grimaud, mis au pied du mur, a commencé à s'énerver et c'est là qu'il a, en tant que président, il a viré des membres de l'association, dont Olivier. C'était surréaliste. Voilà, donc tout ça pour tout vous dire que Jacques Grimaud a laissé un très mauvais souvenir lors de son passage à Atlantis. Y a-t-il eu d'autres problèmes avec Jacques Grimaud chez Atlantis? Des soucis, il y en a eu plein avec Jacques Grimaud. De mémoire, d'ailleurs, il n'y a eu que ça. Je peux vous citer aussi un exemple. Il est parti en Égypte, en vacances, lui et sa femme, aux frais de l'association. Il y en a eu pour 10 000 € de voyage, sans demander à personne. Il a aussi, avant de partir, mis en carafe le site internet de l'association. On a fait venir un technicien, il y en avait eu pour 20 000 € de réparation, il fallait tout refaire. Une association qui porte plainte contre son président, c'est pas courant. Nous nous sommes donc procuré le jugement de la Cour d'appel du 11 septembre 2015. Il y fait mention ici des différends entre Atlantis et Jacques Grimaud, notamment le vol de matériel, le voyage en Égypte avec Vesna, ainsi que la désactivation du site internet Atlantis. Jacques Grimaud a été condamné à 1 000 € d'amende et condamné à restituer le matériel emprunté. Pour quelqu'un qui se vante de gagner tous ses procès, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Comment Jacques Grimaud a quitté l'association ? Son départ, à vrai dire, il avait beaucoup plus d'ennemis que d'amis dans l'association. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais on l'a poussé un peu à partir. Voici quelques dates importantes pour bien comprendre la situation. Le 4 février 2003, création de la société Equanime Productions. Le 10 juin 2008, Jacques Grimaud rentre dans la société. Puis, la prononciation de la liquidation judiciaire se fera le 4 mai 2017. Olivier et Jacques sont donc dans la même société depuis juin 2008. Mais au même moment, durant ces années, Jacques et Olivier sont également membres du bureau Atlantis. Jacques étant le président et Olivier, membre du bureau Atlantis. Je vous rappelle que Jacques Grimaud a viré Olivier d'Atlantis car ce dernier l'accusait de vol. Je vous laisse donc imaginer l'ambiance chez Equanime Productions durant toutes ces années. Ainsi, le passage de Jacques Grimaud à Atlantis n'a pas laissé de bons souvenirs, et cela a des conséquences. Pendant 5 ans, Patrice et Jacques se mettent à l'œuvre et écrivent le scénario de la révélation des pyramides. Tout s'accélère en 2008. Patrice se lance alors dans la collecte de fonds. Un plan de financement ambitieux de près de 2 millions d'euros est mis en place. Patrice arrivera à lever 975 000 € environ. Moi j'ai réuni par l'intermédiaire de mon canal de relations 950 000 €. Ce qui reste déjà une belle somme pour un documentaire. Le plus gros contrat de coproduction est signé avec une société lyonnaise qui apporte 500 000 €. Plusieurs contrats sont également passés avec Patrice comme auteur-réalisateur et Jacques comme auteur. Comme nous en avons parlé précédemment, Jacques entre dans le capital d'Equanime en juin 2008 et rachète 208 parts à Olivier et 43 parts à Patrice. Les 3 associés ont alors chacun 251 des 900 parts sociales d'Equanime Productions. Un 4e n'a que 147 parts. À ce moment-là, l'entente est encore bonne. Le travail commence, les associés peuvent alors acheter une partie du matériel nécessaire à la réalisation du film. Puis, souvenez-vous, c'est à ce moment-là que la guerre éclate entre Olivier et Jacques, ce qui n'est pas sans conséquence, car les 2 hommes sont liés dans le projet du film. Ayant à eux deux la majorité des parts sur Equanime, soit 502 parts sur 900, Patrice et Jacques ont les mains libres. Le 16 janvier 2009, un administrateur est nommé pour s'occuper de la gérance d'Equanime. Le 2 février 2009, Jacques Grimaud reçoit 22 000 € pour la vente d'images nécessaires au film. Une question reste en suspens. D'où peuvent venir ces images ? Il obtient également par un second avenant une rémunération de 8,75% du RNPP sur les recettes futures de LRDP. Le tournage se poursuit sur différents endroits du globe avec l'objectif de livrer le film pour le 17 mars 2009.
mais il semble avoir pris un peu de retard. Peu importe, le travail continue entre les deux compères. Le 29 octobre 2010, LRDP est fini et a obtenu le visa d'exploitation du ministère de la Culture. Equanime peut alors l'exploiter. C'est à ce moment-là que tout dérape. En effet, Jacques Grimaud n'a jamais régularisé l'achat en 2008 des parts sociales à Olivier pour un montant de 10 400 €. Rappelez-vous que Jacques a pourtant touché 22 000 € pour la vente d'images. Olivier ne va pas se laisser faire et va donc engager des procédures afin d'obtenir la restitution des parts non payées par Jacques Grimaud, comme la loi le lui permet. Après plusieurs procédures, Olivier obtient par le tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2011 la restitution des parts sociales de Jacques Grimaud. Cette énorme erreur de Jacques permet à Olivier de passer de 251 parts à 459 sur 900. Il devient donc majoritaire de la société à lui tout seul. De ce fait, il peut alors se prévaloir comme gérant d'Equanime. Voici le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire d'Equanime du 28 juin 2011 qui résume la situation. Cette Assemblée générale est digne d'un passage de télé-réalité. C'est à partir de ce moment-là que le contrôle de LRDP échappe définitivement à Patrice et à Jacques. Olivier est donc à ce jour actionnaire majoritaire et gérant de la société Equanime Productions. Il tient alors sa revanche à l'encontre de Jacques, qui, rappelez-vous, l'avait viré de l'association Atlantis. La cour d'appel du 22 juillet 2011 confirme la restitution des parts. Jacques et Patrice, ne pouvant plus exploiter à leur guise le film censé révolutionner la connaissance, les deux compères n'ont plus aucune marge de manœuvre. C'est là qu'étonnamment, LRDP se retrouve en libre accès sur le net. Cette diffusion libre ne bénéficie pas à Equanime, qui se retrouve alors privé de sa source unique de financement. En revanche, Patrice et Jacques bénéficient d'un coup d'une très grande notoriété. Ils décident de profiter de cette notoriété soudaine pour monter une nouvelle société, Hawaiian Film, immatriculée le 1er octobre 2014. Lors de la création, Patrice et Jacques auront chacun 50% des parts. Il reste à Patrice des images et rushs de LRDP. C'est alors qu'ils vont sortir un documentaire intitulé Gizeh 2005. Dans ce film, Jacques apparaît enfin à visage découvert et prétend qu'il est l'auteur des découvertes présentées dans le film, qu'elles sont issues de ses propres recherches silencieuses depuis des décennies. Où j'en ai parlé à peu de personnes. J'en ai parlé, par exemple, parce qu'on avait des activités communes au colonel Guy-Claude Mouny, qui en a fait des livres, mais il avait suivi mon instruction, à savoir tu ne parles jamais de la source, c'est-à-dire de moi. J'ai fait la même chose auprès d'un membre de l'association Atlantis, qui est l'une des plus anciennes en ces matières de recherche en France, et je lui ai donné des éléments avec la même demande, qu'il ne cite jamais mon nom. Gizeh 2005 est à la fois une récupération de LRDP et le fondement de la suite. Nous n'en avons pas la preuve, mais s'ils avaient voulu faire en sorte qu'Olivier perde le bénéfice de LRDP, ils n'auraient pas trouvé mieux que de faire fuiter le documentaire sur Internet. Quitte à perdre de l'argent, autant gagner de la notoriété. Les personnes à qui on enverrait le film n'auraient pas l'idée aussi sotte et péronnée de la mettre sur Internet à titre gracieux comme l'avait fait le producteur précédent. Nous sommes en janvier 2011. Jacques Grimaud a acquis une grande notoriété dans le milieu. LRDP et Gizeh 2005 ont totalisé plusieurs millions de vues à travers le monde. Jacques, après avoir été forcé à la démission de l'association Atlantis, décide de monter sa propre association le 16 mars 2011, pompeusement nommée la Nouvelle Atlantide, dont il s'arrogera la présidence. Cette association à but non lucratif sera au contraire très lucrative pour Jacques, mais ça, on en parlera un peu plus tard. En 2015, Jacques et Patrice préparent à deux la révélation des Pyramides 2. Ayant perdu le premier film sur Internet, Patrice aura du mal à trouver un financement. Ils décidèrent alors de faire appel à la générosité du public. Ils lanceront un programme de financement participatif via la plateforme Internet Ulule. Deux cagnottes en ligne sont lancées. La première récoltera 112 889 €, la seconde 79 381 €, pour totaliser la somme de 192 270 €. Somme à laquelle il faut retrancher 8% de frais. Il restera environ 177 000 € pour produire le film, soit 5 fois moins que pour LRDP. La charge de travail pour la création d'un nouveau film est grande. Ils reçoivent alors l'aide d'une nouvelle personne, Adrien. Je m'appelle Adrien Moisson, j'ai fait vétérinaire, après une école de commerce. J'ai fait de la production artistique et publicitaire pendant plus de 15 ans. Et j'ai tout lâché pour suivre l'équipe de LRDP. Qui endossera le rôle de producteur. Jacques, lui, est censé fournir le script du second opus. Mais il se fait désirer, prétextant de nombreuses excuses pour justifier son retard.
Les billets d'avion étant réservés, ils ne peuvent plus attendre le fameux script et partent à l'île de Pâques puis en Bolivie. Le tournage semble mal se passer. Et donc voilà, moi j'ai eu un incident en Bolivie qui m'a mis la puce à l'oreille, mais bon, je pensais que après ça allait se débloquer. J'ai tourné une séquence avec Éric Gontier et Jacques Grimaud. Qui était venu ici d'ailleurs, qui nous a emmené. Bien sûr. Mec génial. Jacques coupait la parole à Éric. Enfin, il y avait ça marchait pas. Il répétait les trucs d'Éric. Enfin, j'ai dit non, on tourne Éric, on tourne Jacques. J'en ai parlé à Jacques. Il dit oui, mais c'est pas le film d'Éric Gontier, c'est mon film. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit aïe, problème. Allez, c'est parti, ça tourne. Vas-y. Ça tourne, Laurent, lève-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais mesurer la hauteur. Non, on reprend. Eric, là, tu mesures la hauteur littéralement de ce petit bloc. Et grâce à un procédé facile qui est d'une extrême précision, ça nous donne 1,23 m, ou plus exactement 1231 mm. Donc la précision est extrême. À ton Michel, c'est exact. Il prend des notes, lui, comme tout bon musicien. Même punition, même motif. Non, on va faire. Non, c'est toi qui fais ça parce que le monsieur là-bas, qui est payé pour ça, il va nous assassiner. D'accord. Je pense que ça, c'est beaucoup plus précis compte tenu de la découpe là. Si tu veux bien te plier à cet usage. Erreur. Elle n'était pas dans le plan du machin chose. Donc. Raccourcis tes phrases. On y va. Voilà. Non, il faut savoir à quoi ça correspond. Vas-y, allez. L'intérêt du fait que j'ai constaté que la première fois que je suis venu, il y a 40 ans, il y avait 46 pierres de cette espèce et maintenant il en reste même pas une quinzaine. De retour à Paris, Patrice, pleine de doutes, demanda avec insistance le script tant attendu à Jacques. Mais Jacques trouvait des excuses et faisait traîner. Puis, le script arriva enfin. Nous nous sommes procuré ce fameux script, 70 pages, qui ressemble plus à un devoir de collégien épris d'écriture fantastique qu'à un script pour un documentaire censé renverser les connaissances du monde. Cette fois-ci, Patrice prit le temps de tout vérifier. Sachez d'abord que le scénario de Jacques, on l'a, mais qu'il est faible, qu'il n'y a pas assez d'éléments. La surprise fut grande, car tout était entièrement plagié. Effectivement, nous avons vérifié. À gauche, le scénario de Jacques, où on peut y lire « représenté à l'aide d'une unité de mesure empruntée au globe terrestre, etc. » À droite, on peut y lire exactement la même chose, représenté à l'aide d'une unité de mesure empruntée au globe terrestre, etc. Tiré du livre « Les secrets des pyramides de Memphis » par Léon Mayou, ou ici, sur la pile de Bagdad, tiré de cet article sur internet, encore plagié au mot près. Ou encore ici, ou encore là, toujours du copier-coller au mot près, tiré du livre « La conspiration des pôles ». Là également, tiré de ce livre, Jacques a dû se sentir malin en cachant certains mots, mais on les retrouve tous dans les textes originaux. Sans doute voulait-il se prévaloir d'un plagiat, de son propre plagiat. Le scénario n'est en fait qu'un énorme copier-coller de différents ouvrages. Patrice a dû littéralement tomber de sa chaise lorsqu'il a vérifié ce scénario. On est bien loin des grandes découvertes clamées haut et fort par Jacques Grimaud. Que je suis l'auteur, c'est-à-dire la source des choses. Se sentant démasqué, Jacques essaye de retourner la situation et lance alors un véritable ultimatum. Dans un mail du 4 septembre 2016, il envoie un contrat à Patrice et Adrien pour lequel ils doivent se soumettre. Je vais simplement dire qu'on m'envoie un doc dans lequel je signe les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que j'ai plus aucune latitude de décision. Mais ça, c'est Jacques qui te l'envoie, c'est l'homme de loi qui est derrière Jacques. Non, c'est Jacques Grimaud qui rédige un contrat. Un contrat entre Adrien, lui et moi. Et dans lequel, voilà, je lâche toute latitude, j'ai plus aucun pouvoir. Donc tu filmes, quoi, c'est tout. Ouais, et encore, j'ai juste le pouvoir de la fermer, quoi. Impossible pour Adrien et Patrice de signer un tel contrat. Et pour cause, jugez par vous-même. Il nous envoie ce contrat cadre. Surréaliste. Le document d'un roi à ses esclaves. Par exemple, clause de tranquillité. Personne ne s'autorisera la moindre crise en public ou en privé, type colère, bouderie, atermoiement, remise en cause de personnes à travers telle ou telle action ou propos. Ce qui, si elle survenait, entraînerait ipso facto le prononcé de son éviction définitive et sans appel. Ça veut dire que si on boude, on est viré, ipso facto. Près de 200 000 € ont été versés par le public pour faire un film. Patrice décide alors de publier un long courrier où il explique précisément la situation. Il revient sur le tournage à l'île de Pâques. L'informateur, à visage découvert cette fois, sur fond de moaille.
Non seulement rien d'intéressant n'en sort, mais il termine par « Vous verrez dans mon prochain film ». J'essaye de lui faire comprendre qu'on est justement dans le prochain film, mais peine perdue. Le clash est alors prononcé entre les deux hommes, et ce sera irrémédiable. Après être entré en conflit avec l'association Atlantis, puis Olivier, c'est maintenant au tour de Patrice. C'est exactement la même situation qui est en train de se passer, sauf que moi, j'ai hop, la vie, tu vois, on rejoue la pièce, mais on change le rôle. Et moi, je suis dans un autre rôle. On notera que Patrice ira jusqu'au bout de ses engagements, puisque malgré tout, il sortira son film, intitulé « Les bâtisseurs de l'ancien monde ». Nous allons maintenant rentrer dans la partie la plus sombre de ce reportage. Et comme le dit Adrien... Je ne vais pas rentrer sur l'argent, parce que au niveau de Jacques, c'est assez sale. Sachez que tout est fait en cash. Nous sommes en septembre 2016. Après s'être débarrassé d'Atlantis, d'Olivier, de Patrice et d'Adrien, Jacques Grimaud est enfin seul aux manettes, comme il le dit. Il faut penser que je suis tout seul aux manettes derrière tout pratiquement. Il a les mains libres et plus personne ne va l'empêcher de pouvoir monnayer cette soudaine notoriété. Jacques passe dans différents médias, explique qu'il s'est fait flouer par Patrice, mais qu'il va quand même sortir son propre film, et ne tarit pas d'éloges à propos de celui-ci. Parce que toutes les personnes qui contribuent à ce film, ils disent « c'est géant, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'était impossible à imaginer ». Jacques a autour de lui quelques jeunes informaticiens. Il ira leur demander de travailler pour lui sur la réalisation de la révélation des pyramides 2. Moyennant en échange une rémunération future sur les recettes du précieux. Ces personnes travaillent à titre gracieux et associatif. Bien entendu, aucun contrat ne sera établi. Jacques lance alors la première promo de RDP2 officiellement le 10 octobre 2016, soit un mois à peine après le clash. Une seconde annonce en décembre 2016 indiquera que la réalisation du film vient de démarrer. C'est alors que Jacques eut l'idée de lancer sa propre campagne de financement. Mais curieusement, il ne se tourna pas vers Ulule, comme c'était le cas avec Patrice, mais avec Helloasso. Nous nous sommes intéressés alors sur ce choix, et nous nous sommes rendus compte que contrairement à Ulule et à la majorité des plateformes participatives, Helloasso n'impose pas que l'objectif soit atteint pour reverser l'intégralité des sommes collectées. Autrement dit, qu'il y ait un film ou qu'il n'y en ait pas, que l'objectif soit atteint ou non, peu importe. L'argent collecté peut être encaissé à tout moment sur le compte de LNA. Cette campagne de dons débutera en janvier 2017 et se terminera en décembre 2018, pour totaliser près de 2 ans. Durant cette période, on ne dénombrera pas moins de 16 promotions, ainsi que plusieurs bandes annonces, avec des phrases choc, Nous reviendrons un peu plus tard sur la campagne de financement Helloasso. Nous avions nous aussi nos informateurs secrets. Parmi ces informateurs, certains avaient des documents très importants. Voici un document d'une très grande importance et totalement inédit. Vous êtes maintenant prêt pour voir ceci. Il s'agit des relevés des comptes bancaires de l'association La Nouvelle Atlantide, présidée par Jacques Grimaud. Il y fait mention de toutes les opérations effectuées sur 5 années. Nous avons passé des heures à éplucher ce relevé de comptes, et le constat est alarmant. Avant d'éplucher les comptes, faisons le point sur le cadre juridique d'une association. Une association est à but non lucratif, ce qui signifie qu'elle peut organiser des événements payants, recevoir des dons, des subventions, générer des bénéfices, mais elle ne peut pas les distribuer. Les fondateurs ne peuvent pas se reverser les bénéfices réalisés par l'association. C'est la principale distinction avec une société commerciale. En clair, Jacques Grimaud ne peut en aucun cas s'enrichir personnellement sur le compte de l'association. Il ne peut pas non plus se servir du compte associatif pour son train de vie personnel, restaurants, vêtements, courses, alimentation, etc. Et pourtant, Jacques Grimaud utilise le compte de l'association uniquement pour ses frais personnels, comme pour faire ses courses, ou encore pour aller au restaurant, pour un total de près de 6 000 € dans le même restaurant. Je repensais alors à ça. J'ai calculé, on en est à 8 fois de pâtes par semaine et 4 fois de riz pour vous dire un petit peu l'économie générale des trucs. Ici dans un centre de bronzage, et aussi dans des magasins en tout genre, pour un total de près de 1 000 € quand même. Et on ne se refuse rien, avec des coupes à 150 €. Ou dans une grande bijouterie parisienne, où on dépense plus de 2 000 €. Il rémunérera également son fidèle bras gauche, Didier Jouan. Si vous vous posez encore la question de savoir où est passé l'argent du Helloasso, vous en avez maintenant la réponse. Jacques est un menteur, et il le dit lui-même.
Mythomanie. Jacques est malheureusement un menteur. Il n'y a aucun couloir qui mesure 1 mètre dans la pyramide. Personne, moi je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit cela, ni Patrice d'ailleurs. Pour ce qui est des couloirs, on regardera ici et là, et on s'apercevra que très curieusement, ces portions-là mesurent 1 mètre exactement. Pourquoi ne le dit-on pas ? Le mythomane, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il raconte parce que ça le rassure, parce que ça le met droit, parce que ça le fait bien être présenté à l'égard de quelqu'un d'autre. Le mensonge, ça fait partie des possibilités d'avoir un meilleur résultat. Je le dis très ouvertement, je suis capable de ça. Il n'hésite pas non plus à se montrer menaçant. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Que depuis que j'ai été attaqué, je crois qu'il y en a eu 8 qui sont allés à l'hôpital en mauvais état. Dont 2 qui étaient équipés de barres de fer. Il y en avait un qui était bien plus grand que moi, une tête de plus. Il y avait 2 à peu près de ma taille et 2 un peu plus ça. Et ça a été tellement rapide que voilà. Donc il y a 2 têtes contre le mur, 2 têtes l'une contre l'autre et 2 coups de boule chez le géant. Et ça a laissé du sang et des morceaux de dents par terre. Et la police m'a dit, mais vous êtes blessé? J'ai dit non, pas moi. Mais vous êtes sûr qu'ils étaient 5? Ah bah oui, ça fait... Ça sonne. Jacques, avec Didier Jouan et 2 autres personnes. J'appelle vite Adrien, je lui dis écoute, il y a Jacques qui est en train de sonner. Donc il y avait Patrice, sa femme, moi, et ouais, Adrien a des ordinateurs à moi, machin et tout. Je dis écoute Didier, sors de la maison, hein, tu fais quoi, aboyer? Et là Patrice sort et il tombe nez à nez avec Jacques. Et Patrice lui dit espèce de menteur, de voleur. T'as vu tout ce que t'as fait, tout ce que t'as volé aux gens, tous les mensonges que tu rencontres aux gens. Jacques baissait la tête. Écoute, Jacques il acquiesçait, il disait rien. Et Jacques du coup est passé, Patrice il l'a bloqué, et non Jacques a bloqué Patrice. Et Patrice il lui a dit, allez vas-y passe. Il est passé, et en sortant il ne fait pas des doigts d'honneur dans la rue en courant. Jacques comme un gamin, avec Didier Jouan. Et là je me suis dit, c'est que tout le monde aurait dû voir ça, tout le monde aurait dû l'entendre, tout le monde. Mais il y a plus grave, notre Bruce Lee des pyramides ne s'arrête pas là et s'autoproclame comme guérisseur personnel. Grimaud, quand je l'avais interviewé, il s'était lui-même vanté d'avoir été condamné par le passé pour exercice illégal de la médecine. Puisque j'avais fait quelques études de médecine dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Il s'autoproclamait guérisseur et qui prescrivait des choses à des psychotiques qui le fréquentaient, vraiment des personnes qui avaient des maladies psychotiques, mais aussi qui avaient par exemple des carences en fer, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il leur en prescrivait des épluchures de pommes de terre, des choses comme ça, et qu'il les éloignait des médecins, qu'il appelait charlatans. On se demande si la médecine ne fait pas plus de victimes que ne rattrape de malades et de souffrants. Ça, bon. Et c'est vrai que là-dedans, on se rend compte qu'il tient des discours qui peuvent être quand même hautement problématiques. Il vous explique que les médecins sont des charlatans, que lui-même est âgé de 175 ans grâce à la maîtrise parfaite de l'alchimie et la synthèse de la pierre philosophale. Moi, à 13 ans, j'étais chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Tu vois la responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres, c'est te dire maintenant ça a beaucoup changé. Quelqu'un que j'appelle Thibaut dans mon article, qui me dit qu'il regrette de s'être fait retourner le cerveau, d'avoir perdu des années de sa vie avec les chimères que lui proposait Grimaud. Il me répétait que les médicaments ne servaient à rien, que ça ne pouvait pas m'aider. C'est quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques assez forts. Donc il le tenait comme à l'écart des médecins pendant toutes ces années et devenait un peu son guérisseur personnel. Les mots me manquent, tellement c'est consternant. Jacques Grimaud cherche par tous les moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'association. Le train de vie du couple Grimaud est dispendieux. Tous les moyens sont bons pour s'enrichir, jusqu'à s'apitoyer en conférence. Regardez. Alors, d'autre part, moi j'écris des petits livrets parce qu'on est tellement dans la mouise à cause de cet individu que nous, Vesna et moi, on n'a pas droit au RSA. Jacques Grimaud joue sur tous les tableaux. RSA, aide sociale, CAF, vente de livrets. Nous avons calculé. Jacques dépense en moyenne, sur 5 années, plus de 80 000 € par an en frais personnels. À ceci, il faut rajouter les aides sociales et l'espèce. En parlant d'espèces... Je ne vais pas rentrer sur l'argent parce que, au niveau de Jacques, c'est assez sale. Sachez que tout est fait en cash. En 5 années, Jacques n'effectuera que 2 versements d'espèces sur le compte associatif pour un montant total de 2 880 €. Ça fait peu, lorsqu'on sait qu'il fait des dizaines de conférences par an, jusqu'à 100 personnes à chaque fois. D'ailleurs,
Il le dit lui-même. Qu'il faut être clair, pour ces conférences, nous, on n'a jamais rien touché d'autre que le produit de la vente de mes livrets. C'est donc mon travail qui me rémunère, qui rémunère ma famille, c'est-à-dire Vesna et moi. Alors, d'autre part, moi j'écris des petits livrets parce qu'on est tellement dans la mouise à cause de cet individu que nous, Vesna et moi, on n'a pas droit au RSA. Ce qui m'a marqué dans les conférences, tout au début, c'était l'espèce. Mais quand je vois qu'il imprimait des livrets, on allait imprimer les livrets en imprimerie, ça lui coûtait le livre 1,40 €, le livret, parce qu'on les aime 1,40 €, le livret bien sûr, et il les vendait 15 balles. 14 €, vous avez un coin de 14 sur chaque livret. Et quand les mecs avaient pas de sous, ils disaient ben, tant pis, je te le vends pas quoi. Il a gagné plus de 16 000 € en vendant des livrets qui sont des photocopies avec plein de fautes à l'intérieur, pendant les conférences. Tout ceci, net d'impôts bien sûr. Parlons maintenant des voyages en Égypte. Une source de rentrée d'argent encore très lucrative pour Jacques. Le premier voyage fut organisé en 2017, pour 1 761 € par personne, pour une cinquantaine de personnes à chaque fois. Il recommença chaque année, en augmentant les prix jusqu'à 2020 € par personne, toujours sous le couvert de l'association LNA. Là encore, l'escroquerie est manifeste. Voici des témoignages de personnes s'estimant flouées par les voyages en Égypte. On y apprend que 7 excursions payées n'ont pas été réalisées, et que le groupe a dû se cotiser pour payer le bateau, car Jacques ne l'avait pas fait. Une vraie catastrophe. Certains ont même demandé le remboursement par la suite. Nous retournions voir notre informateur secret, car on pressentait que cette personne avait encore des choses à nous livrer. Voici quelque chose qui devrait vous intéresser. Il s'agit des comptes du Hello Asso, organisés par Jacques Grimaud. Sur ces comptes, on peut différencier 2 méthodes de paiement. L'une en vert, étant les donateurs ayant effectué leur paiement directement sur le site Hello Asso. La seconde en rouge, étant les ajouts déclaratifs. Car en effet, sur Hello Asso, on peut monter la cagnotte artificiellement sur simple déclaration. Encore une fois, on peut constater que tout n'est que mensonge et magouille en tout genre. Le Hello Asso n'est jamais monté à 108 026 €, comme l'affirme Jacques Grimaud. Il n'a même pas dépassé les 60 000 €. Et c'est également confirmé sur les relevés bancaires. D'ailleurs, comme indiqué par Hello Asso dans un mail du 1er juillet 2020, suite à des signalements, nous avons pris la décision de suspendre le compte. Clôturer arbitrairement le compte d'une campagne en cours est très rare. Le motif doit être sérieux et légitime. Je repense alors à ça. Il a été financé à hauteur de 106 000 €. Mais il faut savoir qu'à cause des trolls et de leurs alliés, etc., 2 individus, en fait en réalité 3, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Vous vous imaginez bien qu'on a vérifié sur les comptes bancaires, car une telle somme, ça ne se volatilise pas comme ça. Comme vous vous en doutez, aucune trace de détournement d'argent. Tout a été dépensé par Jacques pour son train de vie personnel. D'ailleurs, on remarquera qu'il a reçu pas moins de 12 courriers de la banque pour chèque sans provision. Malgré près de 400 000 € de rentrée d'argent sur le compte LNA en 5 ans, l'espèce collectée par les ventes de livrets, les aides sociales en tout genre, Jacques sera régulièrement découvert. Ce qui prouve 2 choses. Jacques a une gestion calamiteuse de ses comptes bancaires. Aussitôt de l'argent sur le compte, aussitôt dépensé. Sinon, il n'aurait pas été autant découvert. Le couple Grimaud a un train de vie dispendieux. Je repense alors aux tenues de madame. Pour quelqu'un qui touche le RSA. On est au RSA. Nous avons contacté Chanel pour avoir une idée de prix sur une seule tenue portée par Vesna, soit entre 15 et 20 000 € l'ensemble. Voilà où part l'argent des donateurs. À ce stade, je me mords les lèvres pour rester encore dans un ton neutre, tellement l'escroquerie est manifeste et odieuse. C'est pas l'argent, c'est que bon, on ne touche pas l'argent, ne touche pas l'argent, on n'a même pas un sou, c'est pas grave. C'est du pipeau. Revenons maintenant sur le film censé révolutionner la Terre entière. Qu'en est-il? Jacques n'a pas commis la même erreur qu'avec Patrice concernant le fameux script de 70 pages entièrement plagié. Il n'allait pas prendre le risque de se faire démasquer une seconde fois. Nous nous sommes procurés les documents envoyés par Jacques pour la réalisation du film LRDP2 au codeur en charge de mener à bien ce projet. Jugez par vous-même. Avec ça, débrouillez-vous pour faire un film, le plus nécessaire que l'histoire ait jamais connu. Ceci ressemble à une énorme blague. Et c'est peu dire. D'après nos sources, les informaticiens ont fait eux-mêmes des recherches pour essayer d'apporter du contenu à ce film censé révolutionner la Terre entière. La pression était grande, car non seulement Jacques ne leur donnait aucune révélation, aucun contenu, mais en plus, il continuait de crier haut et fort que l'RDP2 allait révolutionner la planète entière. Nous retournions voir une dernière fois notre informateur secret. Jetez un coup d'œil à ça. Vous allez découvrir la seule et unique version du film La Révélation des Pyramides 2.
Seul le générique de début est terminé. Ce film ne dure que 17 minutes, et il n'en existe aucune autre version. Lassés par les promesses de Jacques non tenues, les informaticiens ont fini par quitter le bateau avant qu'il ne coule. Aucune découverte. Selon nos sources, Jacques ne s'impliquait absolument pas dans le projet de la réalisation du film. Sa seule obsession était de faire des teasers pour faire monter les caisses du Hello Asso. Et vu le train de vie du couple Grimaud, on comprend pourquoi. J'ai calculé, on en est à 8 fois de pâtes par semaine et 4 fois de riz pour vous dire un petit peu l'économie générale des trucs. Le film, attendu pour 2017. La révélation des pyramides 2. Première question, on va y aller direct. C'est pour quand qu'on voit le film? Quand est-ce qu'il sort? À coup sûr dans l'année. Maintenant, en dire avec plus de précision, je pense que ça pourrait être au mois de septembre. Pourtant, le film n'arrivera jamais. Et les excuses sont nombreuses. À cause du film Star Wars, du documentaire K2019, du président, du gouvernement, du graveur DVD bloqué en Chine, du Covid-19, de la bande passante. Tout y passe. Le pire dans tout ça, c'est que ça ne l'empêchera pas d'organiser les préventes d'un film qui n'existe pas. Tous les moyens sont bons pour récupérer de l'argent. Le 5 décembre 2019, Jacques Grimaud lance officiellement les préventes des DVD de la révélation des pyramides 2 pour le 7 avril 2020, soit le jour de l'anniversaire de Vesna. La façon de faire est très particulière. Comme il le dit lui-même, pour avoir le film, il faut adhérer à l'association pour 15 € et vous recevrez gratuitement le streaming. Autrement dit, votre paiement correspond uniquement à l'adhésion de l'association et vous recevrez en cadeau le film LRDP2. Résumons, le choix d'une plateforme de financement participative où il n'y a aucune obligation sur la réalisation du projet. Ou cette phrase assez révélatrice. En droit, un don n'est pas un contrat. Vous n'achetez pas un film, mais l'adhésion LNA. Si on est certain que le film va sortir, pourquoi agir ainsi? Mais Jacques Grimaud ne s'arrête pas là. Obsédé à faire rentrer de l'argent dans les caisses de LNA, il faisait de la promotion pour des livres sur son site internet. 30 € le livre. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ces livres n'ont jamais été écrits. Ils n'existent donc pas. Voici donc pas loin de 10 ouvrages vendus sur le site éditionlna.org qui ne sont jamais arrivés à leurs acquéreurs. On estime cette escroquerie présumée à environ 25 000 €. Vendre quelque chose qui n'existe pas, cela ne vous rappelle rien? Mais Jacques Grimaud était déjà coutumier du fait depuis longtemps. Il a escroqué Très Daniel avec son livre. Il a pris 3 000 €, mais n'a jamais remis de manuscrit. Même chose pour Top Secret. Top Secret l'appelle pour un hors-série spécial pyramide. Il prend 3 000 € et remet un manuscrit qui est en fait une copie d'un livre existant et pas écrit par lui. Cette enquête longue, minutieuse et argumentée nous amène à la conclusion suivante. Jacques n'a jamais eu l'intention de sortir LRDP2. Le film n'existe pas et n'existera jamais. Ce reportage est la propriété de toutes les victimes de Jacques. C'est pourquoi nous vous demandons de le partager et de le diffuser sur d'autres plateformes. Nous demandons également à Jacques de fournir immédiatement et sans délai la preuve de l'existence du film LRDP2. Donc le deuxième film, c'est qu'il va... Oh, bah, il est déjà terminé depuis longtemps. 3 minutes inédites suffiraient. Une copie de la plainte du vol des 87 000 € du Hello Asso. 2 individus, en fait, en réalité 3, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Différentes factures de la production et de la réalisation
de LRDP2. J'ai donc pris contact, et c'est pour ces raisons que j'ai pris contact, avec un vrai producteur, quelqu'un qui est connu dans le monde entier, qui a une célébrité dans le métier totalement incontournable, travaillé avec Ridley Scott, qui a travaillé avec Luc Besson, etc., des gens de cette... Il lui serait très rapide et très simple de fournir ces éléments, ce qui mettrait à mal l'ensemble de ce reportage. S'il ne le fait pas, vous saurez à quoi vous en tenir.